Bien, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous revoir pour notre dernière réunion d'avant l'été. Avant d'accueillir notre invité, quelques rapides informations sur nos activités. Vous avez le calendrier de nos réunions dans les dossiers. Donc le 9 septembre, nous co-organisons avec nos amis d'Astrée un petit déjeuner sur le fait religieux en milieu professionnel. Le 17 septembre, nous faisons avec nos amis de l'OSI et d'ANAC l'institution d'une session d'échange qui se fait chaque année. Le 1er octobre, nous aurons nos 3e assises du dialogue social dans la fonction publique. Le 13 octobre aura lieu la 11e séance du cycle européen sur quel avenir pour le dialogue social européen. Nous avons reçu hier la confirmation écrite de l'accord du président Asselin de la CGPME pour venir à une date qui reste à arrêter. C'était notre dernier invité qui n'avait pas participé à la série, donc nous avons maintenant son accord formel. Philippe va trouver une date avec son cabinet. Ça, c'était pour les réunions. Vous avez aussi dans votre dossier, ceux qui étaient là la dernière fois l'ont déjà eu, mais bon, on remet un bon de souscription pour le petit ouvrage que nous préparons sous un format comme celui-ci. C'est un petit format à poche, facile à utiliser, sur la thématique en finir avec les idées fausses sur les syndicalistes et le dialogue social. Voilà. L'objectif de cet ouvrage est principalement d'essayer de contrebattre le dialogue social bashing qui est assez commun aujourd'hui, et notamment d'en assurer une large diffusion dans les écoles et les universités auprès desquelles on a de plus en plus de contacts, avec l'effort, que vous savez, de faire en sorte que dans la formation au management notamment, auquel ils se préparent certains, ou dans leur rôle futur de salariés, ils aient connaissance, avant d'entrer dans le marché du travail, de ce que c'est qu'un syndicaliste, de à quoi ça le dialogue social, de comment ça marche. Donc le bon de souscription, il est moins pour que vous en preniez pour vous, mais que vous puissiez en mettre à disposition de l'IRDES, qui n'en a pas les moyens d'assurer lui-même, une diffusion très très large de ce petit ouvrage pour essayer de faire changer un peu les mentalités et que, notamment, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail aient une autre vision du dialogue social. Voilà, ce matin, nous accueillons pour la 2e fois Jean-Claude Meudy, puisqu'il avait accepté de venir après le congrès précédent. Là, il y a un nouveau congrès en début d'année. Voilà. Vous êtes 2 fois plus nombreux que l'année dernière. Je ne sais pas si ça se traduit en taux de participation et de résultats des élections professionnelles. Donc, oui, bon, bah, tu vas nous dire ça. Tu vas nous dire ça. Donc, comme d'habitude, je vais laisser Jean-Claude se présenter son parcours rapidement et nous dire un peu les fondamentaux sur les sujets qu'il a envie d'aborder ce matin spontanément, et ensuite il se prêtera au jeu des questions-réponses pour balayer les sujets qui nous intéressent. Jean-Claude, merci d'être avec nous ce matin. Il a sorti avant les élections de fonction publique un petit bouquin, Il faut sauver le service public. Ah oui, c'est l'idée. Jean-Claude, c'est à Merci, bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur le parcours, mais je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Moi, je suis d'abord originaire d'une région qui s'appelle Nord-Pas-de-Calais, qui malheureusement demain s'appellera Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais ça c'est un autre débat. J'ai fait des études de sciences économiques et sociales à Lille, issu d'une famille de militants, même si le militantisme n'est pas obligatoirement quelque chose d'héréditaire, issu d'une famille de militants des 2 branches de la famille, ou des militants syndicaux. J'ai un arrière-grand-père qui a été un des créateurs de Force ouvrière, ou des militants politiques. J'ai été assez rapidement permanent. Ça, ce sont un peu les hasards de la vie. Et j'ai été élu secrétaire confédéral en 2000 et secrétaire général de Force ouvrière en 2004. Donc je suis dans mon 4e mandat de secrétaire général à l'occasion du dernier congrès qui s'est tenu à Tours il y a quelques mois maintenant, c'était début février. Ce que je dis souvent pour une fonction telle que la fonction de secrétaire général d'une confédération, en tous les cas je parle de la mienne, je ne vais pas parler des autres, pour y l'être il faut 2 choses. Il faut en avoir envie. Si on n'en a pas envie, il faut ne faire autre chose. Donc c'est une volonté individuelle, et en même temps, il faut que ça rencontre une démarche collective.
donc une demande collective. C'est les deux choses qui font à la fois en avoir envie, à la fois que des militants ou des militantes vous demandent de prendre la fonction. C'est une rencontre entre une démarche individuelle et une démarche collective. Voilà, pour ne pas en dire plus me concernant, le reste n'a rien d'intérêt. Sur Force ouvrière, on abordera, j'en suis sûr, les questions d'actualité, et elles sont nombreuses. Je pense qu'il faut retenir, si l'on veut comprendre Force ouvrière, 4 ou 5 éléments clés. Je ne reviens pas, il y a l'histoire bien entendu, mais je ne vais pas refaire l'histoire de FO, si ce n'est que nous sommes nés, si on remonte à l'histoire confédérale, en 1895 de la vieille branche CGT, avec, je ne refais pas l'histoire, les créations sous la forme actuelle, après-guerre, avec le refus de militants de la CGT du contrôle d'un parti, en l'occurrence le Parti communiste, sur le syndicat. Donc c'est là que Force ouvrière naît, et Force ouvrière, le titre vient du journal de militants résistants pendant la guerre qui s'appelait Résistance ouvrière. C'est là vient le nom Force ouvrière. Bon, l'histoire, j'en arrêterai là. Là aussi, si vous avez des questions, je pourrai y répondre. Deuxièmement, un élément qui est très important, c'est un attachement viscéral à ce que nous appelons la liberté et l'indépendance. Ce n'est pas simplement des mots. Ce ne sont pas simplement des mots. Tout le monde peut se dire libre, indépendant, et même certains partis politiques qui le disent aujourd'hui, qui nous repiquent le slogan. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que c'est une exigence, c'est une pratique, c'est un principe. C'est bien entendu ce qui apparaît le plus évident quand on parle d'indépendance, c'est l'indépendance vis-à-vis des partis politiques ou vis-à-vis de toute structure extérieure au syndicat. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de contact, ce sont des contacts démocratiques dans ces cadres-là, mais une réelle indépendance vis-à-vis des partis politiques, des employeurs, des religions, des philosophies, de toute structure extérieure au mouvement syndical. La liberté, cet attachement à l'indépendance, c'est y compris dans les périodes difficiles. Ou quand je dis dans les périodes difficiles, ou quand ça n'est pas obligatoirement facile. Je prends un seul exemple pour en prendre d'autres. Les élections présidentielles de 2002. Après le premier tour des élections présidentielles, autant nous avons condamné, ça il n'y a aucun souci, et nous faisons toujours des idées racistes, xénophobes, etc. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, mais nous n'avons pas donné de consigne de vote à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce qui nous a valu à l'époque d'être sévèrement brocardés, notamment par certains médias. Mais nous avons tenu, parce que c'est aussi notre conception de la liberté et de l'indépendance. C'est y compris donc quand ça n'est pas aussi évident que ça, quand ça ne surfe pas sur la mode ou sur une tendance, nous avons su réaffirmer cet attachement à l'indépendance syndicale. C'est aussi le respect de la liberté et de l'indépendance, un attachement très important à la négociation collective et à la pratique contractuelle. Notre attachement à la pratique contractuelle découle de notre conception de l'indépendance. C'est parce que nous considérons qu'au moins sur les terrains qui concernent en gros ces contrats de travail et tout ce qui va autour, c'est y compris la protection sociale collective, l'assurance chômage ou la formation professionnelle, tout ce qui relève de ce que nous considérons le champ social et syndical, il faut mieux le négocier que de confier ça à l'État ou au gouvernement, quel que soit le gouvernement. Donc c'est une question de principe. Ça découle de là aussi notre attachement au paritarisme, par exemple. Sur les domaines, il y a de moins en moins de paritarisme dans le pays, mais là où il y a encore du paritarisme, on ne va pas confier à l'État ou au secteur privé marchand ce que l'on peut gérer, ou co-gérer, là j'emploie le terme à dessein, avec les organisations patronales. Il y a des dossiers d'actualité en la matière, donc on y reviendra sûrement, le dossier des retraites complémentaires. Il faut bien comprendre que dans notre esprit, en tous les cas, cet attachement à la liberté et à l'indépendance, c'est ce qui explique notre attachement à la pratique contractuelle depuis, sans remonter à la nuit des temps, notamment depuis que nous existons sous le sigle Force ouvrière. C'est aussi, l'attachement à la liberté et à l'indépendance, c'est aussi vis-à-vis de nos adhérents. Nous ne faisons jamais des enquêtes spécifiques pour savoir si nos adhérents pensent ceci, cela, s'ils ont par ailleurs, et ils ont le droit d'avoir un engagement politique, un engagement religieux. Ça, nous considérons que ça relève ou de la vie de citoyen ou de la vie privée. La règle, par contre, c'est qu'ils respectent les statuts de l'organisation, et un adhérent qui serait candidat quelque part à une élection politique, l'interdiction, par exemple, c'est d'utiliser le sigle FO à l'occasion de cette élection. Et pour les postes de responsabilité, il y a dans le statut
des incompatibilités. Un membre du bureau confédéral, par exemple, ou de la commission exécutive, n'a pas le droit d'appartenir à l'organe dirigeant d'un parti, n'a pas le droit de se présenter à une élection politique. S'il le fait, il doit, dans la foulée, démissionner. Voilà, ça, il y a des règles de ce type, mais nous ne faisons pas de sondage, d'enquête, je ne sais quoi, sur ce que pensent nos militantes et nos militants. Et on sait, par ailleurs, qu'il y a des idées très diverses dans l'organisation, mais les salariés, nous considérons aussi qu'ils sont très divers en ce qui concerne ça. Voilà, donc c'est un attachement, vraiment, c'est quelque chose, c'est un réflexe en même temps chez les militantes et les militants, cette conception de la liberté et de l'indépendance, donc qui se décline sur toute une série de volets. Troisième caractéristique, là aussi un attachement très fort aux valeurs républicaines. Alors, la devise, liberté, égalité, fraternité, également la laïcité, donc un attachement très fort de l'organisation à ces valeurs républicaines, et là aussi pas simplement en slogan, mais nous militons, même si elles n'ont jamais été respectées à 100%, qu'elles sont remises en cause depuis pas mal d'années, mais ça explique par exemple les références au livre que nous avons fait l'année dernière, notre attachement au service public. Pas simplement pour la défense des fonctionnaires, on défend les fonctionnaires comme on défend les salariés du privé, mais on considère qu'il ne peut pas y avoir de république au sens des valeurs républicaines si on remet en cause, ici ou là, le service public. Après, qui le gère, c'est autre chose, mais en tous les cas, un problème a une dimension qui n'a jamais été vraiment réalisée dans notre pays, malgré nos demandes successives aux différentes majorités, que ce soit avant 2012 ou après 2012, on n'a vraiment jamais réellement eu un vrai débat sur le rôle et les missions du service public dans la République. On est tout de suite passé sur la RHPP sous la majorité précédente, la MAP aujourd'hui, des fermetures de services, sans une réflexion globale sur qu'est-ce que ça signifie les valeurs de liberté et d'égalité. L'égalité républicaine, c'est l'égalité de droit. Comment on assure une égalité de droit, y compris sur les territoires. Donc avec une présence de services publics. Donc un attachement très fort aux valeurs républicaines qui se décline sur le service public, mais qui se décline aussi sur la manière dont nous concevons la négociation collective, ce que les juristes appellent la hiérarchie des normes ou les principes de faveur. Nous sommes, nous, très attachés à la hiérarchie des normes, qui est là aussi, au fil du temps, il y a eu différentes dérogations, avec les 35 heures, la loi de 2004, il y a des projets encore en cours, on verra ce que ça donne, mais je rappelle par exemple que si la France est encore l'un des pays au monde où les salariés sont le plus couverts, et 90% à peu près des salariés sont couverts par une convention collective ou un statut, c'est parce qu'il y a des conventions collectives nationales, c'est parce qu'il y a des statuts nationaux. Vous avez des pays où vous pouvez avoir des taux de syndicalisation plus élevés, mais vous n'avez que 35 ou 40% des salariés couverts par une convention collective. Donc c'est ça, c'est ce que... C'est une formule de notre Constitution, d'ailleurs. C'est ce que moi j'appelle un des éléments de la République sociale. Quatrième caractéristique, nos modes de fonctionnement. Nous sommes une organisation très jacobine dans l'analyse, pardon, sur l'aspect républicain des choses, mais nous sommes une organisation qui, dans son fonctionnement, est très décentralisée. Alors, dans notre jargon, on appelle ça le fédéralisme. Ça veut dire, par exemple, que nos fédérations d'industrie, quand elles négocient, elles n'ont pas à attendre un feu vert de la Confédération. C'est la fédération, quelle qu'elle soit, qui décide de son comportement, bien entendu, dans le cadre des statuts confédéraux, mais c'est vrai aussi pour le syndicat dans l'entreprise. C'est le syndicat et les adhérents du syndicat qui déterminent la position. Ils peuvent prendre contact avec la structure, bien entendu, mais c'est eux qui décident à l'endroit où ils sont. Alors ça explique parfois que vous pouvez avoir, oui, je sais pas, vous êtes DRH dans une entreprise, vous avez affaire à un syndicat FO, vous changez d'entreprise, vous avez le sentiment de ne pas avoir le même syndicat en face. C'est possible. Mais ça fait partie, là aussi, d'une conception où on laisse une grande marge de manœuvre. Ce sont les statuts. Il y a une grande marge de manœuvre, donc elle implique une forme importante de décentralisation. Y compris dans le mode de cotisation, etc. Nous sommes, avec les techniques modernes, mais nous sommes restés fidèles à cette conception. Dernier point aussi qui caractérise notre organisation, un engagement depuis tout le temps international de l'organisation. Nous sommes créateurs, faisons partie des créateurs de ce qui s'appelait dans le temps la Confédération internationale des syndicalismes, aujourd'hui la Confédération syndicale internationale. Nous faisions partie également des premières structures européennes, aujourd'hui de la Confédération européenne des syndicats, ou du TUAC, le comité syndical consultatif auprès de l'OCDE. Et nous sommes engagés dans toutes ces structures
Dans les postes de responsabilité, il y a un turnover entre les trois grandes organisations françaises, CGT, CFDT, FO. Quand l'un est à une responsabilité à la Confédération européenne, l'autre a une responsabilité à la CSI, et le troisième est au Bureau international du travail. Donc, dans tous les pays où il y a pluralisme syndical, ça fonctionne comme ça, donc y compris chez nous, donc un engagement fort. Dernier point, je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, parler des problèmes d'actualité ensuite. Une caractéristique peut-être aussi, mais je pense que tout ça permet de mieux comprendre comment nous nous positionnons tous les jours. Nous sommes très impliqués sur les questions économiques. C'est peut-être aussi dû, pas simplement à ça, mais à une déformation de ma part. Moi, j'ai toujours été très intéressé par ces questions-là, mais je ne suis pas le seul. Donc, depuis longtemps, nous avons assez fortement investi, y compris sur le plan militant, dans toutes les questions de politique économique. Et de fait, nous sommes effectivement très critiques sur les politiques économiques menées, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, au-delà des majorités au pouvoir. Et je confirme, nous considérons, on a eu ce débat au Congrès, mais d'ailleurs ça n'a pas suscité de véritables débats sur cette question-là, considérons que oui, en Europe comme en France, nous sommes dans une logique d'austérité. Je dis bien une logique d'austérité. On peut jouer sur les mots rigueur, austérité, peu importe, mais c'est une logique d'austérité. C'est d'ailleurs une position qui est aussi la position défendue par la Confédération européenne des syndicats au niveau européen, qui dénonce une logique d'austérité au niveau européen. Et alors certes, nous ne sommes ni en Grèce, ni en Espagne, ni au Portugal, mais nous sommes dans une logique d'austérité et qui s'exprime de manière régulière quand on regarde les différents dossiers. Regardez par exemple sur l'aspect salarial, là où l'État a son mot à dire, à savoir sur le SMIC et sur en tant qu'employeur vis-à-vis de ce qu'on appelle le point d'indice dans la fonction publique, il n'y a pas eu de coup de pouce au SMIC depuis 2012, il n'y en avait pas eu avant non plus, et il y a un gel du point d'indice. Ce sont les deux secteurs où l'État a la main. Le gouvernement a la main, c'est lui qui décide s'il donne ou pas un coup de pouce au SMIC. De la même manière, c'est lui qui décide en tant qu'employeur s'il augmente ou pas le point d'indice. Ou, ce qui a suscité beaucoup de débats dans notre pays, le pacte de responsabilité, qui, je le rappelle, c'est d'un côté 41 milliards d'euros de réduction sur 3 ans des cotisations dites patronales ou des questions fiscales, notamment avec le CICE, et d'un autre côté, pour financer ces 41 milliards d'euros, comme on ne s'est pas émancipé en France ou en Europe des marchés financiers, on n'ose pas déplaire aux marchés financiers pour aller vite, parce qu'on ne sait jamais si le taux d'intérêt augmenté. Donc pour financer ces 41 milliards d'euros, on a programmé 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de protection sociale, certes, mais en termes là aussi de présence, par exemple, de services publics. Avec ce que nous considérons comme un leurre depuis le début, c'est de dire qu'il y aura des contreparties. Il ne peut pas y avoir de contreparties. Et ça, je le confirme. Aucune branche professionnelle ne peut s'engager clairement au nom des entreprises. Elle n'en a pas le pouvoir. Une branche patronale ne peut pas dire aux entreprises de son secteur « vous allez vous engager à embaucher ». Elle n'en a pas le pouvoir. Donc à partir de là, dire qu'il y aurait des contreparties, comme le disait le président de la République, en termes d'emploi, ça n'est tout simplement pas possible. Donc c'est un leurre de ce côté-là. Alors il y a une logique économique qui est on réduit les coûts, on est sur une logique essentielle de réduction du coût du travail qui serait l'élément le plus important de la compétitivité. Donc on est dans cette logique-là. Ça, on ne peut pas en changer. Et on nous fait croire qu'il y aura à un moment des engagements sur l'emploi. Si l'on veut des engagements et des contreparties à des aides publiques, nous disons qu'il faut revoir tout le mécanisme de fonctionnement des aides publiques. Les 110 milliards d'euros consacrés en 2013, chiffre officiel, aux entreprises en matière d'aide publique et sociale, même si on ne remet pas en cause à la limite le volume, par contre, nous considérons qu'il faut les recycler. Vous pouvez avoir une contrepartie si c'est une aide ciblée, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit sur tel type d'investissement, ça existe en matière de recherche, que ce soit éventuellement sur tel type de formation, tel type d'emploi, mais c'est comme un contrat. Si c'est une aide publique de l'argent public, l'entreprise y a droit, ok, mais elle doit s'engager à faire quelque chose. Il y a une vérification, et si l'engagement n'est pas tenu, il y a un remboursement. Certaines régions fonctionnent comme ça. Ma région d'origine fonctionne de cette manière.
sur un volume d'aide à peu près 300 millions d'euros, ce sont systématiquement des aides ciblées. Et ça fonctionne. Donc voilà, c'est un des exemples que nous devons plutôt que d'arroser de manière large. Et je pense que, par exemple, certaines multinationales d'origine française qui réalisent plusieurs milliards d'euros de bénéfices n'ont peut-être pas besoin de percevoir 100 ou 120 ou 150 millions d'euros au titre du CICE. Par contre, ces 120 ou 150 millions d'euros pourraient être utiles dans le cadre d'aide ciblée à des PME, par exemple. Voilà, c'est dans certains secteurs d'activité. Donc voilà, à peu près, plus globalement, donc, les différents éléments qui permettent, je pense, de comprendre comment, jour après jour, dossier après dossier, nous nous positionnons, hein, à la fois compte tenu de ces principes, de cette pratique, compte tenu aussi de notre analyse en termes de politique économique, de notre attachement à la pratique contractuelle, de notre attachement au paritarisme, pour toutes les raisons que j'indiquais. Bon, après, c'est fonction des dossiers, il y a des accords qu'on signe ou des accords qu'on ne signe pas, ça dépend du compromis à un moment donné, si on le juge acceptable ou pas. Nous en avons quand même signé pas mal au niveau interprofessionnel ces dernières années. On verra ce que ça donnera dans les semaines à venir, notamment sur un dossier sur les retraites complémentaires, hein, qui est un gros dossier actuellement. Mais voilà, c'est un peu ce qui permet, je pense, de mieux comprendre comment nous nous positionnons, non pas au fil de l'eau, mais sur toute une série de dossiers, que ce soit sur la question européenne et la Grèce, par exemple, les retraites complémentaires, demain l'assurance chômage, la nature du dialogue social, ce qui sortira du rapport Combrexel. Voilà, si on veut, je crois bien comprendre, ou essayer de comprendre comment il faut se positionner, je sais bien qu'on dit, parfois on dit, on n'arrive pas bien à situer. Bon, à la limite, c'est un compliment. Je prends ça comme un compliment, c'est pas ce qui va nous faire changer. Ah oui, on n'est pas systématiquement pour, systématiquement contre. Et moi, je terminerai par ça en disant, j'ai toujours pris une formule, un syndicat qui signe tout, c'est pas normal, mais un syndicat qui signe rien, c'est pas normal non plus. Voilà, merci Jean-Claude pour ce tour initial. Le paysage est, je pense, bien tracé, clairement. Donc, comme d'habitude, il y a des micros, qui a envie d'intervenir, poser une question? Oui, Jean-Pierre Crécy. Oui, bonjour, Jean-Pierre Crécy, donc conseil dialogue social de Saint-Étienne. Je voudrais savoir la position de FO sur les nouvelles formes d'emploi. Pour les nouvelles formes d'emploi, c'est le portage salarial, les groupements d'employeurs, les coopératives d'activité d'emploi. Et puis au-delà, donc, la position de FO par rapport à l'innovation sociale, d'autant que bon, les problématiques de chômage viennent d'être rappelées encore par l'actualité. Donc alors, le cas concret, donc, nous avons négocié un accord en 2010 sur le portage salarial qui a été signé par l'ensemble des organisations syndicales sauf FO. Cet accord a été étendu en 2013. FO d'ailleurs s'y a opposé. Et donc l'ordonnance vient de tomber donc, le 2 avril. Alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi FO, sur ces nouvelles formes d'emploi venues par la négociation et le dialogue social, qu'est-ce qui justifie cette position négative? D'accord, votre question, demande d'intervention. Oui, Michel Lecourt, et après le coup. Je t'ai mis à droite. Alors, je voulais demander simplement, comme Jean-Claude Mailly vient de rappeler l'attachement de Force ouvrière aux valeurs républicaines, pourquoi FO s'est tenu à l'écart de la déclaration signée par 7 autres organisations syndicales le 5 juin dernier, je crois, comme ça, justement, qui réaffirmait un certain nombre de valeurs communes au syndicalisme et une défense des valeurs républicaines. Justine? Jocelyne Branche, coach massif. D'abord, merci pour votre présentation. Vous avez évoqué le sujet des retraites complémentaires avec une décision d'ici quelques semaines. Je voulais simplement savoir si vous pourriez nous tracer en quelques lignes est-ce qu'on risque de découvrir au moment de l'accord qui sera signé. Oui. Bonjour, Hervé Cala, INTC. Il y a une mission d'information sur le paritarisme qui a été demandée à l'initiative du groupe UDI à l'Assemblée nationale.
compte tenu du contexte, le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir sur Pôle emploi, où l'UNEDIC est encore géré paritairement, qui s'est passé l'année dernière sur la formation professionnelle, comment analysez-vous cette volonté des parlementaires, vous avez parlé d'indépendance, de vouloir se pencher à ce point sur le paritarisme? Une dernière, c'est vrai. Bonjour à tous. Une question sur le syndicalisme européen. Oui, Arnaud Broy, groupe Up, pardon. J'ai une question sur le syndicalisme européen. On est à quelques mois du congrès de la Confédération européenne des syndicats qui se tiendra à Paris. Il y a aujourd'hui, tu as évoqué le sujet, Jean-Claude, de la Grèce. Et quelle est la vision de France Ouvrière sur la question de la crise européenne, notamment tout ce qui risque de s'enchaîner en matière d'absence de règlement de cette question-là, et surtout des questions et des conséquences qu'aura cette situation grecque sur les travailleurs et les salariés européens. Voilà, ça en fait déjà pas mal. Alors, moi, je vais essayer de répondre par rapport sur les questions posées, sur ce que vous avez appelé les nouvelles formes d'emploi. Sur les groupements d'employeurs, on n'est pas opposé aux groupements d'employeurs. Maintenant, ça dépend des conditions dans lesquelles ces groupements fonctionnent, quelles sont les conventions collectives qui sont applicables, que ce ne soit pas des comportements au rabais, etc. etc. Donc, il n'y a pas d'opposition de principe au groupement d'employeurs. Après, il faut voir la manière dont les choses se mettent en place, que ce ne soit pas un moyen détourné, par exemple, de ne pas appliquer une convention collective, ce qui peut arriver ici ou là. Sur le portage salarial, il faut remarquer que oui, nous n'avions pas signé, que nous avions contesté juridiquement et que nous avons gagné. Ça veut donc bien dire que l'accord n'était pas juridiquement juste et que nous considérions notamment que c'était là aussi une forme détournée. Vous savez, il y en a d'autres, hein, c'est comme le CDD intérimaire. On ne considère pas que le CDD intérimaire ce soit un progrès. Maintenant, si vous voulez... CDI, pardon, c'est une erreur. Le CDI intérimaire. Ouais, c'est bien, il y a au moins un donc là aussi, nous considérons que ça n'est pas obligatoirement, non, que ce n'est pas progrès. D'abord, ça ne marche pas si bien que ça. Par exemple, les salariés qui sont concernés perdent des droits en termes de fin de primes de précarité, en termes de niveau de rémunération, etc. Donc ce n'est pas un progrès. Maintenant, si vous voulez plus de précision sur le portage salarial, vous avez la négociatrice FO dans la salle, c'est Christelle Gillard, donc vous vous rapprochez d'elle et va vous expliquer. Deuxièmement, sur pourquoi nous n'avons pas signé la déclaration de cette autre organisation, nous sommes les seuls à ne pas avoir signé d'ailleurs. Nous avons décidé dès le départ que nous ne participerions pas, c'est notre liberté, au travail sur cette question-là. C'est une question, vous savez qu'il y a plusieurs raisons, je pense. Nous n'avons jamais cru au syndicalisme rassemblé. Ça n'existe pas. Certains peuvent y croire. Ça n'existe pas. J'ajoute même une chose. Depuis que les règles de représentativité ont été mises en place, je vous rappelle qu'on était en désaccord, j'ai jamais eu peur pour FO, que les choses soient claires. On était en désaccord sur des questions de fond et de conception. Je prends un exemple sans en prendre d'autres. Il y a toujours eu un vieux débat dans le mouvement ouvrier, à savoir qui désigne le délégué syndical. Est-ce que ce sont les adhérents du syndicat, ce qui est notre conception? Les adhérents du syndicat se réunissent et choisissent leur délégué syndical. C'est le syndicat qui désigne. Ou est-ce que, ce qu'ont toujours plus ou moins voulu les employeurs, que le délégué syndical soit d'une manière ou d'une autre issu d'une élection de l'ensemble des salariés? Là, avec les procédures mises en place, pour avoir un délégué syndical, il faut présenter une liste, il faut faire plus de 10% dans l'emboîte, il faut faire plus de 10% aux élections, il faut que celui ou celle que vous envisagez de désigner comme délégué soit candidat sur la liste. Ça veut dire que le délégué syndical, d'une manière ou d'une autre, passe par une phase électorale de l'ensemble des salariés. Nous avons des exemples, mais d'autres organisations doivent en avoir aussi, où on peut être représentatif, mais il y a une campagne qui est menée contre celui ou celle qui était délégué syndical, et tiens, comme par hasard, il ne fait pas lui ou elle 10%. Donc on est obligé d'en désigner un autre. Nous avons eu un cas récent où le délégué syndical, dans une entreprise où nous sommes représentatifs, le délégué syndical est licencié, les autres sur la liste, du coup, ne veulent pas prendre le poste de délégué. Résultat des courses, nous sommes représentatifs, nous n'avons plus de délégué. Quand je dis que c'est un vieux débat dans le mouvement ouvrier, ça a été un des seuls points que n'a pas obtenu la CGT. CGT en 36, c'était Lyon-Jour, hein, c'est pas...
C'était nous. Enfin, nous et faux. C'était un des points que n'a pas obtenu à l'époque la CGT en 1936 au moment du Front populaire, c'était la liberté de désigner ce qu'ils appelaient les délégués d'atelier. Ça a été refusé à l'époque, enfin, ça n'a pas été accepté par Blum à l'époque, parce que le patronat avait fait campagne contre. Hein, donc, je ne remets pas en cause l'élection du délégué du personnel, le comité d'entreprise, etc., mais la liberté de désigner le délégué syndical. Je rappelle d'ailleurs que nous avons toujours une procédure en cours au niveau de l'Organisation internationale du travail, du Bureau international du travail, sur cette question de liberté syndicale par rapport aux modalités de désignation du délégué. Et que les gouvernements successifs n'ont toujours pas répondu. Pardonnez-moi, je vais être un peu cru, ils sont un peu faux culs. Ils nous disent, oui, bah, on peut modifier les choses à condition que vous ayez un consensus tous ensemble. Comme on sait qu'on ne l'aura jamais, ça ne bougera pas. Voilà. C'est ça que je dis qu'ils sont un peu faux culs. Donc, alors je dis ça, je reviens sur syndicalistes rassemblés, parce que depuis qu'il y a ces règles de représentation, la concurrence entre les organisations syndicales n'a jamais été aussi importante. Parce que les enjeux électoraux sont plus importants, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit à tous les niveaux. Donc, dire syndicalistes rassemblés quand on est en concurrence permanente, enfin, combien de DRH me disent « Oh là là, 2 mois, 3 mois avant les élections, on ne peut plus rien négocier ». Parce qu'il y a une concurrence entre organisations syndicales. Donc, première raison, syndicalistes rassemblés, on est méfiant. Quand on est d'accord avec qui que ce soit, il n'y a aucun problème. Ça peut être dans la négociation, ça peut être dans l'action, ça fait partie de notre liberté de comportement, mais considérons que le syndicaliste dit rassembler, c'est une illusion, ou un slogan de communication. Deuxième raison, c'est que par rapport, notamment au Front National, puisque c'était ça aussi le débat, nous disons depuis le début, mais nous n'avons pas tous la même analyse là-dessus, et ça chacun sait le faire, que si l'on veut effectivement combattre ces idées, ça passe prioritairement d'énoncer le racisme, l'homophobie. Enfin, aucun syndicat ne peut être accusé de complaisance en la matière en France. Aucun syndicat. Après, si l'on veut être efficace, il ne suffit pas de faire une déclaration, un meeting ou, je sais pas moi, une affiche. Si l'on veut être efficace, c'est sur le fond qu'il faut travailler. Et travailler sur le fond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler y compris sur ce qu'on appelle, nous, une logique d'austérité, contrer une logique d'austérité. Ça n'est quand même pas un hasard si quand vous regardez les résultats des élections européennes, par exemple, c'est un constat que je fais, dans la quasi-totalité des pays, vous avez une montée de ce que j'appelle les mouvements de rejet bleu. L'occasion, on discutait avec mes camarades anglais, discuter avec les Belges, vous avez ça dans les pays nordiques, vous avez ça y compris un peu en Allemagne, vous avez ça en Autriche, etc. En Irlande un peu moins, mais vous avez surtout 2 pays où ça n'a pas eu lieu, c'est l'Espagne et le Portugal. Et pourquoi ça n'a pas eu lieu en Espagne et au Portugal? Tout simplement parce qu'il y a 40 ans, ces pays étaient encore des dictatures. Et que, consciemment ou inconsciemment, dans la tête des Espagnols et des Portugais, ça reste marqué. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contents pour autant. Ça s'est exprimé sur d'autres votes. Mais c'est ça l'explication. Et on sait très bien que ces mouvements de rejet de l'autre naissent toujours, ou progressent toujours dans les périodes de difficultés économiques. Alors tant qu'on n'aura pas modifié la politique économique, obtenu des résultats, parce que c'est obtenu également des résultats, ça n'est pas qu'au niveau national, c'est aussi au niveau européen. Alors on peut faire tout ce qu'on veut, mais malheureusement, je crois que ça ne changera pas beaucoup. Écoutez, moi hier, en Confédération, on a une panne de clim en ce moment, ça tombe bien. Donc il faisait très chaud dans mon bureau, donc je suis parti un peu plus tôt, donc j'ai regardé le journal télévisé. 20h de la 2. Et j'ai vu un reportage, franchement j'étais pas surpris. Un reportage à 20h de la 2, je crois que c'était dans la région lyonnaise, où c'était une réunion d'employeurs, enfin de patrons, TPE, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, TPE, PME, tous soutenant le Front National. Voilà, c'est une réalité aujourd'hui. Comment on lutte efficacement contre ça? Je pense que c'est pas avec une déclaration, mais c'est sur le fond, contre les logiques d'austérité. Donc voilà, et ça on continuera là-dessus tel que on s'est toujours comporté. Retraite complémentaire. Je ne sais pas s'il y aura un accord. Hein. Pour le moment, on n'en est pas là. Nous souhaitons qu'il y ait un accord. Je le dis et je l'ai dit publiquement, nous sommes dans une logique d'essayer de trouver le compromis. Hein, c'est vrai. Pourquoi qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord? Hypothèse, il n'y a pas d'accord. On peut dire on prolonge d'un an, etc. Mais il n'y a pas d'accord. On n'est pas dans le cas de l'assurance chômage, ce n'est pas une délégation de l'État aux interlocuteurs sociaux. Là, on est en fait, c'est le dernier exemple de vrai paritarisme, d'une certaine manière, les retraites complémentaires.
Alors s'il n'y a pas d'accord, il se passe quoi? Eh ben, s'il n'y a pas d'accord, l'État reprend. Première possibilité. Pour que l'État reprenne, il faut qu'il y ait une loi. S'il n'a pas l'autorité aujourd'hui. Donc, si l'État reprend, il va mettre des sous dans les retraites complémentaires, m'étonnerait beaucoup compte tenu du contexte et de la logique économique suivie. Donc, risque. Ou alors, si l'État ne reprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On privatise. Et ce sont les grandes compagnies d'assurance qui viennent sur ce marché de la retraite complémentaire. Ah, donc, et ce serait la fin du paritarisme. Ça n'existerait plus. Parce que il y en a encore à la formation professionnelle, il y en a encore un peu dans ce qui reste du 1% logement. L'assurance chômage, je reviendrai tout à l'heure puisque la question a été posée par rapport à la mission d'information. Bon, les retraites complémentaires, c'est là où on est pleinement en décision dans la négociation et après en gestion alors, donc on a une volonté d'aboutir. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une volonté d'aboutir qu'on aboutit. Pour le moment, on dirait il y a deux points durs. Je ne dis pas qu'il y a que ça, mais il y a deux points durs. Il y en a un du côté syndical, on n'est pas les seuls d'ailleurs, Force ouvrière à dire, nous on pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on joue sur le levier recettes et les cotisations. Et il y a un point dur, mais ça le patronat pour le moment dit non. Et il y a un point dur du côté patronal, qui est la volonté de mettre en place des abattements. Ça veut dire, en gros, vous prenez âge légal de la retraite à 62 ans, vous liquidez votre retraite de base auprès de la caisse vieillesse ou de la CARSAT, caisse régionale, à l'âge de 62 ans, vous liquidez en même temps votre retraite complémentaire, mais la première année, là, aujourd'hui, ils sont à 30%. Vous avez un abattement de 30% sur votre retraite complémentaire à 62 ans. Après, vous avez 20% à 63, et vous retrouvez votre retraite pleine et entière, vous la trouvez à 65 ans. Alors, bien sûr, vous faites des économies, parce que ça conduit à quoi? Les gens ne partent pas. Vous ne partez pas si vous avez une retraite amputée. C'est évident, ce genre de choses. C'est un moyen de faire des économies. Les gens ne partent pas, donc on verse pas les cotisations, donc on fait des économies. Mais ça n'est pas acceptable à différents titres. Un, que fait-on avec les 56% de salariés du secteur privé qui ne sont plus en activité quand ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire? Parce qu'ils sont au chômage, ils sont en inaptitude, etc. On les laisse au RSA en attendant qu'ils puissent un jour prendre leur retraite. Pas acceptable ce genre de situation. Premier élément. Deuxième élément, nous ne sommes pas, quand on est en négociation, en campagne électorale politique pour les présidentielles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que veut le patronat? Est-ce qu'il veut que des syndicats crantent, d'une manière ou d'une autre, l'idée que pour demain, il faudra travailler plus longtemps pour avoir une retraite? Parce que si les gens ne partent pas, oui, ils vont rester plus longtemps au boulot. Même si on ne fait rien, l'âge est en train de reculer. Mais si vous ne pouvez pas partir parce qu'on n'a plus votre retraite, donc de fait, vous restez plus longtemps. Et donc, ils attendent des syndicats qu'on crante ça dans l'idée, 18 mois ou 2 ans avant une présidentielle, pour quel que soit le résultat des élections présidentielles, dire les syndicats ont accepté, donc on va passer pour les uns à 64 ou 65 ans, pour les autres, on va allonger la durée de cotisation. Donc, nous, je suis désolé, on décroche la négociation de ces dimensions, qui est une dimension politique, au sens d'anticipation politique, et ça n'est pas acceptable. Voilà. Alors après, il y a tous les autres volets qui peuvent se discuter, les revalorisations, les calculs, etc. Voilà. Bon, on n'est pas en... Ce qui est plutôt positif pour le moment, c'est que le 22 juin n'a pas été la dernière date, les contacts continuent, il y aura une nouvelle séance de négociation le 16 octobre. Bon, moi j'espère que d'ici là, la sagesse l'emportera. Nous sommes prêts, moi je le dis clairement, nous sommes prêts à faire des efforts. Donc quand je dis faire des efforts, c'est y compris par rapport aux salariés, mais nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quoi. C'est clair, c'est le comportement habituel de vous. Dernier point là-dessus, de quoi parle-t-on, enfin, de quel montant parlons-nous? On peut très bien dire, à l'horizon 2020, version hard, il faut trouver 8 ou 8 milliards et demi. On peut aussi considérer qu'il faut étudier plus attentivement les éléments financiers. Et nous avons demandé à l'AGIRC et à l'ARCO de faire la part, technique européenne, de faire la part entre déficit structurel et déficit conjoncturel. Quel est, dans la situation de l'AGIRC et de l'ARCO, ce qui effectivement peut relever d'un déficit dit structurel, par exemple lié à l'évolution de la population, des questions démographiques, de ce qui relève d'un problème conjoncturel, sachant qu'en 2007, avant le déclenchement de la crise actuelle, elles étaient excédentaires.
Enfin, les régimes étaient excellents. Copie qui a été rendue, qui a été distribuée à tout le monde d'ailleurs. La copie qui a été rendue, c'est grosso modo, si ma mémoire est bonne, le structurel, c'est 2 milliards, le reste, c'est du conjoncturel. Donc, travaillons déjà sur le conjoncturel, intégrons le fait que dans l'état actuel des choses, les régimes font aussi des produits financiers. Ça rentre dans le calcul, mais vous comprenez que c'est beaucoup. Une négociation est plus facile si on travaille sur 4 milliards ou 5 milliards que si on travaille sur 8 milliards. Et puis moi je veux bien, arrêtons de reprendre certains schémas ubuesques ou virtuels des technos de Bercy. Exemple, quand nous avons décidé lors de la dernière accord que nous avons signé, quand nous avons accepté, ce qui n'est pas aussi simple que ça entre nous, de dire ok, sur les revalorisations des retraites complémentaires pendant 3 ans, ce sera l'inflation moins 1 point. C'est un effort qui est demandé aux salariés, pas aux retraités en particulier. Nous l'avons accepté. Parce que, je ne dis pas que c'est une gaieté de cœur, mais ça fait partie des choses que nous avons acceptées. Alors quand vous avez une inflation qui est à 0,75, ah oui, vous ne baissez pas d'1 point, c'est évident. Donc vous faites vous baissez, vous n'économisez que 0,75. Alors les employés, certains disent, ah oui, mais si on avait baissé d'1 point, on aurait baissé de 0,25 en plus, donc on a perdu du temps. Moi j'appelle ça du virtuel, ça n'a pas coûté 1 euro de plus. Voilà, donc, avec des raisonnements comme ça, on peut aller très loin. Donc on verra. Moi j'ai une volonté, on a la volonté à Force ouvrière de trouver un accord. Par définition je suis optimiste. Maintenant les choses ne sont pas encore faites. 4 missions d'information. Excusez-moi, mission d'information de l'UDI. C'est quoi exactement? Non, pas l'UDI, je connais, mais. C'est pas le rapport Perrichot. Non. Ah bon. Ah ben j'étais pas au courant, franchement, voilà. Non, je vous le dis, j'étais pas au courant. Bon, attends, je ne sais pas, donc l'objet, enfin, je suis toujours prudent quand les politiques travaillent sur ces questions-là, parce qu'ils ont un prisme déformant. Les politiques considèrent que les syndicats, c'est comme les partis politiques, sauf que nous, on n'a pas de marché, quelle que soit l'organisation syndicale. On ne fait pas des constructions, des appels d'offres, etc., etc. Donc il faut arrêter de voir là où des problèmes potentiels, là où il n'y en a pas. Alors moi, je ne connais pas particulièrement. Alors les critiques sur le paritarisme, j'ai entendu par exemple le rapport de la Cour des comptes sur Pôle emploi, je ne mets pas puisqu'il n'est pas public ce rapport. Mais d'abord, paritarisme dans l'assurance chômage, il faut relativiser aujourd'hui. Ce qui nous posera d'ailleurs vraisemblablement un problème lors de la prochaine négociation de l'assurance chômage. Parce que juste avant Pôle emploi, avant la création de Pôle emploi, nous négocions, quand je dis nous, syndicat patronat, on négociait la convention d'assurance chômage, trouver un accord. Une fois qu'on avait trouvé l'accord, bon, procédure française, là aussi républicaine, procédure d'extension, il s'applique, etc. Force de loi, d'une certaine manière, et après nous gérions le produit de l'accord dans le cadre du paritarisme avec les ACI. C'est nous, comme dans les retraites, nous fixons les paramètres et après nous gérons. Là, depuis la création de Pôle emploi, c'est plus le cas. On continue à négocier les paramètres, cotisation, etc., la convention d'assurance chômage, mais après, derrière, c'est l'État qui gère. Pôle emploi, c'est plus du paritarisme. L'UNEDIC, c'est petite structure aujourd'hui. Pôle emploi qui a la main, Pôle emploi. Alors on y siège, le patronat y siège, mais c'est l'État qui a la main sur Pôle emploi. Vous savez, en général, l'État n'aime pas trop appliquer quelque chose qu'il n'a pas décidé. Donc il y a un problème, on aura à un moment donné un problème structurel. Moi je continue à dire que la création de Pôle emploi est une erreur. On a été quasiment les seuls à le dire à l'époque. Et je me souviens très bien du contexte, avec l'ancien président de la République qui, à sa manière, me dit on va faire Pôle emploi. Je suis allé au Royaume-Uni, j'ai visité un job center, là-bas tout est ensemble. J'ai dit, attendez, vous avez fait quoi comme d'habitude? 20 minutes, vous avez regardé, et puis bon. Nous on a envoyé une mission à l'époque. On a envoyé une mission au Royaume-Uni, effectivement, voir comment ça fonctionnait. Alors, effectivement, c'est dans les mêmes locaux. Ça pose pas de problème, ça aurait fait marcher le bâtiment. Donc, si c'est mettre la NPE et les ACI dans les mêmes locaux, franchement, c'est pas ça. Bref, ça peut même simplifier la vie des demandeurs d'emploi. Mais on a toujours dit, et on avait raison, on ne mélange pas deux métiers différents. Même au Royaume-Uni, ils ne sont pas mélangés. Celui qui fait le placement, c'est pas le même que celui qui fait l'indemnisation. Et donc Pôle emploi, qui était conçu comme ça au départ, disant on va
La même personne pourra faire et l'indemnisation et le placement, ça n'a pas marché. Ils sont revenus en arrière. Par contre, on a créé un monstre. Enfin, il y a un côté monstre. Voilà, sur Pôle emploi. Qui plus est, ça s'est fait à un moment où le chômage explosait, ce qui n'a pas facilité les choses. Il y a de vrais burn-out, des conditions de travail très dégradées à Pôle emploi. Quand vous êtes conseiller et que vous avez 150, 200, 250 dossiers à traiter, comment voulez-vous que ça marche? Je vous rappelle que Mme Lagarde, qui était ministre à l'époque, avait pris l'engagement qu'un conseiller pour 60. Alors, on est loin. Un temps, maintenant, je m'étonnerais que Pôle emploi soit remis en cause dans sa structure même. Mais en même temps, il y a un contexte général. C'est pas Pôle emploi qui fait l'emploi, par définition. Donc on retrouve le contexte général de politique économique. Sur le syndicalisme, enfin sur l'Europe en tant que telle, à la fois ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la Confédération européenne des syndicats, la position qui a été prise par la quasi-totalité, on dit toujours la CES, mais ce n'est pas le secrétariat de la CES qui décide. Je rappelle que la Confédération européenne, ce sont les organisations membres qui décident à un moment donné dans le cadre des exécutifs. Donc je rappelle que, pour la première fois d'ailleurs depuis très longtemps, la CES, donc les syndicats membres, les confédérations membres, se sont opposés à un traité budgétaire, un traité européen. Le TSCG, pacte budgétaire européen, il y a eu une opposition, c'est la première fois. C'était pas vrai en 2005, c'était pas vrai en 92. Première fois où la Confédération européenne des syndicats a marqué son opposition à un traité, premièrement. Deuxièmement, on verra ça effectivement fin septembre, il y a le congrès de la Confédération européenne des syndicats qui va se tenir à Paris, mais la CES dénonce encore aujourd'hui ce qu'on appelle une logique d'austérité. Il y a un vrai problème de la nature de la construction européenne qui a été... Quel est le principal objectif aujourd'hui? C'est atteindre les 3% de déficit budgétaire ou les 0,5% de déficit structurel. Tout doit être conditionné là-dessus. Pas ça, je ne parle plus de la dette publique. Je rappelle que le critère de Maastricht est 60%. Nous, on a dépassé 90% et les autres pays sont beaucoup plus loin également. Tout simplement parce que les logiques d'austérité, ça accroît mécaniquement le déficit public. Vous avez moins de recettes, vous avez plus de dépenses et moins d'activité économique. Enfin, la zone euro est aussi la zone où ces derniers temps la croissance a été la plus faible. C'est pas un hasard d'une manière ou d'une autre. Donc on a une lecture critique sur ces questions-là. Sur la Grèce, par exemple, nous considérons qu'il faut trouver une solution. Là-dessus, il aurait fallu, entre ce que dit la France et d'autres pays, il faut négocier jusqu'au bout, ce que dit l'Allemagne, non, on négociera après. La position de la France est bonne, est meilleure. Il faut essayer de négocier jusqu'au bout, d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne comprends pas, y compris pour des raisons, j'allais dire, sociales, humanistes, humaines, etc. Je ne comprends pas que, par exemple, qu'on accepte le fait, y compris au niveau européen, que 30% de la population grecque n'ait plus accès aux soins. Parce qu'elle n'a plus de couverture maladie. Est-ce que c'est acceptable? Non, ça n'est pas acceptable. Et c'est un critère parmi d'autres. Il faut d'abord régler que les Grecs, quand je dis les Grecs, je ne parle pas du peuple grec, que les responsables grecs aient des responsabilités. Oui, bien sûr, historiquement. Ces responsabilités, c'est par exemple de ne jamais avoir mis en place une véritable fiscalité, de ne pas avoir de cadastre, d'exonérer l'Église orthodoxe de l'impôt foncier, d'exonérer les armateurs de l'impôt, etc. De ne pas avoir une vraie administration qui fonctionne bien. Ça, en fait pas ça en 6 mois ou 1 an. Donc ça, oui, il y a une responsabilité, mais c'est pas la qui trinque aujourd'hui. C'est le peuple qui trinque. C'est les gens qui ne trouvent pas de boulot, qui vous habitez à Athènes, vous n'avez plus de boulot, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez retrouver la famille à la campagne, et ben, vous avez un toit et vous mangez. Et vous n'avez plus de boulot, etc. Est-ce que c'est acceptable? Non, ça doit être ça la priorité. C'est pas l'ordolibéralisme allemand, je suis désolé, l'Allemagne, ils font ce qu'ils veulent en Allemagne, mais c'est pas une raison d'imposer leur vision économique et budgétaire au niveau européen. En même temps, sans me prononcer sur, moi je ne connais pas dans le détail, etc., mais voilà, au moins une chose, un chef de gouvernement qui ose dire non. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Un chef de gouvernement, quelles que soient les raisons, qui à un moment donné tape sur la table et dit non. C'est quand la dernière fois au niveau européen qu'on a vu ça? Au moins il a ce mérite-là. Et j'espère qu'il y aura une solution, que la Grèce puisse rester dans l'euro et qu'il y aura effectivement une solution. Il y a
Jacques Isbach, c'est pas si mauvais que ça. J'entendais aussi, moi je le connais, discussion avec Gabriel Coltis, qui était un des conseillers du gouvernement depuis longtemps, etc. Quand Gabriel explique qu'il faut laisser le temps, il faut décaler, je ne dis pas qu'il faut annuler la dette, même si moi je pense qu'à un moment donné, il faudra trouver une solution. Même si on n'annule pas, tout ne sera pas payé. Enfin, pour être fou pour penser que tout sera payé un jour. Et dans l'histoire, on a déjà effacé des dettes, y compris pour l'Allemagne, à juste titre. Donc à un moment donné, laisser le temps et pas exiger des remboursements tout de suite, redonner une aide avec des engagements qui ne soient pas des engagements sur la retraite, sur la TVA, mettre une TVA à 23% dans l'hôtellerie qui est un des principaux secteurs d'activité, autant dire qu'ils veulent plomber l'hôtellerie en Grèce. Hein. Ça revient. Bon, voilà. Donc faire des choses intelligentes et que la Grèce puisse retrouver une dynamique qui est une dynamique de croissance, etc. Ça oui. Et donc il y a des solutions qui sont possibles. Et si bien avec la logique européenne que nous avons depuis des années, elle n'est pas aujourd'hui, ça finit par se retourner contre l'idée européenne même. Combien de gens, en gros, ça nous apporte quoi alors? Concrètement, ça fait diminuer le chômage, ça améliorer notre pouvoir d'achat, il y a moins de problèmes? Non. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'oriente vers des hypothèses de repli, de rejet. Maintenant, nous avons toujours été européens, mais c'est vrai que depuis pas mal d'années, nous sommes très critiques sur la manière dont l'Europe se construit. Deuxième série de questions. Martin? Oui, bonjour, Martin Déchier. Une question sur la présence des représentants du personnel dans les conseils d'administration. Sur le terrain, les syndicalistes de force ouvrière y vont, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils se présentent dans une élection et pourquoi est-ce qu'ils rejoignent effectivement les conseils d'administration parce qu'ils ont la possibilité, notamment lorsque c'est par exemple le secrétaire du comité de groupe du CE qui est désigné. Ok, Denis. Merci pour l'entrée. Denis Raoult, donc en représentant CGT à l'UNEDIC, puisque tu as parlé à juste titre de la future négociation assurance chômage qui risque d'être extrêmement dure, ça a certainement avancé de plusieurs mois, sous différentes pressions justement de la Commission européenne. Je voudrais savoir, et en étant d'accord avec les propos que tu as tenus sur la logique d'austérité qu'il faut appeler par son nom, et quelle sera la stratégie des fonds pour la négociation assurance chômage? Monsieur Missonnier. Oui, Guy Missonnier, Saint-Humania. Alors d'abord, toutes mes félicitations pour votre intervention et pour la qualité de vos réponses. Parce que je l'ai trouvé très en forme et très direct. Alors, 2 points. Sur le syndicalisme, l'avenir de Force ouvrière et du syndicalisme. Parce que c'est vrai, vous parlez du niveau de 10% pour être représentatif, mais qu'est-ce que vous faites pour augmenter votre nombre d'adhérents? Et est-ce que vous allez digitaliser un peu FO et avoir des délégués syndicaux virtuels, par exemple? Donc, une question un peu provocatrice. Et comment vous allez faire pour rajeunir et augmenter votre nombre de militantes et de militants? La deuxième question, qui est un peu plus rapide, vous parlez de Pôle emploi. Je rappellerai quand même que c'est 53 000 personnes et qu'a priori, c'est un budget de 5 milliards d'euros. Comment on peut faire quand même pour rendre plus efficace Pôle emploi avec ce budget de 5 milliards d'euros? Merci de vos suggestions. Hein? Oui. Bonjour, c'est Rico pour le Bureau international du travail. J'aurais voulu revenir sur vos priorités internationales. Vous avez rappelé que l'engagement international de l'EFO fait partie des fondamentaux de cette organisation. J'ai 2 points en particulier en tête. D'abord, la COP21 à la fin de l'année. Comment est-ce que vous voyez le lien entre les préoccupations autour de l'emploi et ces négociations sur la transition climatique? On sait que l'emploi pèse beaucoup sur ces négociations. Et puis, le deuxième point que j'ai en tête, c'est la question qui monte à l'agenda international, la question des chaînes d'approvisionnement internationales. Comment est-ce que les politiques d'achat des grandes entreprises multinationales pèsent aujourd'hui sur les conditions de travail dans le monde? C'est un sujet important pour l'UIT, bien sûr. C'est un sujet aussi important qui est discuté au G7 avec l'ensemble des initiatives de la présidence allemande.
Et puis évidemment en France, il y a des débats législatifs internes autour du principe de devoir de vigilance et de propositions de loi qui nous inscrire dans la loi. Donc on aimé vous entendre sur ces deux. J'ai 3 demandes complémentaires, mais on a encore le temps de faire une 3e rafale, donc je propose qu'on mette Jean-Claude répondre déjà aux 4 questions qui avaient été posées. On va prendre les 3 après, je les ai notées, ne vous inquiétez pas. Alors, sur la présence d'administrateurs salariés, ce n'est pas une opposition de FO. C'est jamais opposé. On a dit que ce n'est pas une revendication de FO. Différent. Moi, je me souviens très bien des débats, y compris 82-83, avec le ministre qui à l'époque s'appelait Jean Le Garec, qui était chargé au secrétaire d'État, avec la loi dite de démocratisation du secteur public, où on mettait des administrateurs élus, salariés dans les conseils d'administration. Effectivement, quand il y a une élection, etc., bah oui, il faut présenter sa candidature. Pourquoi? C'est pas une opposition. C'est est-ce que c'est vraiment utile? C'est ça la question de fond. Alors, bon, si on a plus de 50% des sièges, on peut considérer que c'est peut-être utile. Bon, ce ne sont pas des scopes non plus. Non. Donc, à partir de là, qu'on ait une présence, oui, pourquoi pas. Mais ce n'est pas de nature à changer la donne. Vous savez très bien comme moi que les choses se règlent ailleurs. Et dans le conseil d'administration ou le conseil de surveillance à ce moment-là. Donc voilà, bon, c'est pas une opposition, mais ok, ça existe, si on y est, si on veut planer de l'information, on plane de l'information. Puis s'il y a une confidentialité qui est exigée, ça veut dire que théoriquement l'administrateur il ne peut rien dire aux administrateurs. Alors ça sert à quoi? Moi, à ce moment-là, on a plus d'infos quand on est dans un comité de groupe ou un comité d'entreprise. Voilà. Alors maintenant, quand il y a élection, on y est, et puis, quand on a effectivement des administrateurs, je dis bien, c'est pas une opposition, c'était pas une revendication prioritaire. Et là, regardez bien sur le projet de loi qui permet d'étendre, etc., c'est pas un point qu'on a soulevé, ni pour ni contre. On laisse faire ce genre de choses. C'est pas là que l'on met les priorités. Sur la loi Rebsamen, je pense qu'il y a d'autres priorités. La remise en cause, par exemple, du rôle, enfin pas du rôle, la remise en cause de l'influence des CHSCT. Je veux dire ça comme ça. Parce que demain, si vous avez les mêmes salariés mandatés qui sont à la fois TP, CE, CHSCT, prendre un seul exemple. Dans le cadre d'un CHSCT aujourd'hui, celui qui siège dans le CHSCT, il a comme seul objectif sécurité, santé au travail. Demain, s'il est aussi membre du CE, eh ben, on saura lui faire dire, attends, fais attention quand même, ne sois pas trop dur sur les conditions de travail, ça aura un impact sur l'emploi. Voilà, je prends cet exemple. Donc c'est à la fois un affaiblissement du CHSCT, ce que voulaient les employeurs de manière plus large, certes, mais c'est un affaiblissement, je pense que c'est plus important que pour nous la présence de salariés dans les conseils d'administration. Voilà, bon, on n'a rien dit là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre, mais ce n'est pas une demande de force ouvrière. Sur l'esprit de FO, ou la stratégie de FO, sur la convention d'assurance chômage, nonobstant tout ce que j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas pressés pour activer la négociation. Elle viendra en son temps. Je rappelle que lors d'une réunion que nous avons eue, syndicat, patronat, les 5 confédérations, les organisations patronales, avec le gouvernement et le Premier ministre, il y a quelques semaines de cela, au moment où la presse disait le gouvernement aimerait bien que les négociations sur l'assurance chômage soient avancées. Moi, j'ai répondu en ce qui concernait pour mes devants qu'il n'en était pas question en ce qui nous concernait, tout simplement parce que nous n'avions pas en charge la préparation du budget 2017. C'est ça l'objectif du côté gouvernemental. Comme tout ce qui est régime obligatoire, prélèvement obligatoire, comme on dit, que ce soit l'assurance chômage, que ce soit les retraites, etc., ça fait partie des APU au niveau européen, donc du calcul pour le déficit budgétaire. Le gouvernement aurait bien aimé pouvoir présenter un accord qui, par exemple, aurait abouti à, je sais pas, à 1 milliard d'économies. Voilà, ça facilite sa tâche dans la préparation du budget 2007. Bon, pour le moment, on est sur les retraites complémentaires, donc c'est pas terminé, et ben on verra avec l'assurance chômage après. Il y aura une négociation qui sera pas facile à la fois pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, puisque moi je pense qu'il peut y avoir certaines tentations du côté gouvernemental, je dis pas chez tous les ministres, mais il peut y avoir une certaine tentation du côté gouvernemental, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, dire attendez, c'est une délégation, puis on prend la main. Il peut y avoir cette tentation à un moment donné. Nous avons des points sur lesquels
reviendront, hein, une véritable surcotisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui selon nous, des emplois précaires. Je rappelle tout simplement que la moitié, à peu près la moitié des prestations versées par l'assurance chômage, ce sont des fins de contrat précaires. Les salariés qui sont responsables. Hein, donc il serait logique, selon certaines normes, on avait travaillé là-dessus il y a quelques temps, de dire, je ne sais pas, maintenant on peut faire ça au niveau d'une branche, au-delà de tel taux de recours à la précarité, quelle que soit la forme de précarité, ben, il y a une surcotisation patronale. Je pense que ce serait un effet à la fois sur les contrats de travail, parce qu'au passage, hein, s'il y a beaucoup de contrats de travail en France, ce n'est pas les syndicats qui les ont demandés. Hein. Pas nous qui avons demandé la création des contrats d'usage, des CDD ceci, des CDD cela, etc. Hein. C'est les organisations patronales qui ont obtenu toute une série de contrats divers au fil du temps. Voilà, après on verra dans la négociation comment les choses se passent, sachant que là aussi, l'assurance chômage, comme les retraites, tous les systèmes dont le financement est très étroitement lié à la masse salariale, donc à l'activité économique, c'est très réactif dans les deux sens. Si jamais, ce qu'on peut tous souhaiter, même si ce n'est pas encore gagné, il y a une réelle reprise économique, ça veut dire que la masse salariale augmentera et ça va vite remplir les caisses des régimes sociaux. Si ce n'est pas le cas, il y aura problème et il y a un déficit qui s'accumule. Mais bon, on a encore un système, c'est l'un des atouts aussi du paritarisme, hein, un système de couverture chômage, je ne dis pas qu'il est exceptionnel, mais qui est quand même un des meilleurs systèmes dans les pays comparables, hein, à la fois en termes de niveau et à la fois en termes de durée. Hein, donc, la dernière négociation a été difficile, on a réussi à préserver les annexes budgétistes et nous avons pris nos responsabilités et je ne le regrette pas. Alors sur l'avenir, non pas du syndicalisme, le syndicalisme c'est le salarié qui décide, hein, en France comme ailleurs. Écoutez, moi, FO se porte plutôt bien. Alors, on me demande toujours combien d'adhérents. Je ne sais pas. Je sais grosso modo. Bien sûr. Pourquoi je ne sais pas? Parce que nous, on a un système, je disais, très décentralisé. Un syndicat, je prends un syndicat du commerce, Carrefour, Auchan, enfin n'importe lequel, dans un endroit, il va commander ses timbres et ses cartes. Donc l'union départementale saura qu'il y a tant de timbres commandés dans ce syndicat FO. Maintenant, 12 timbres, c'est un adhérent ou deux adhérents, ça on ne sait pas. Et le syndicat peut lui décider de dire, ceux qui sont à temps partiel, à mi-temps, ils ne prennent que 6 timbres. C'est la liberté du syndicat. Nous, on ne connaît que le volume de timbres commandés. Alors après, on a, avec les moyens modernes, hein, bien sûr, mais on a, donc le syndicat prélève la cotisation, fixe son propre niveau pour lui, et après il y a une part confédérale, une part départementale, une part fédérale, et ça remonte progressivement. Alors c'est très respectueux de la liberté des instances. Ça, des inconvénients, hein, c'est que des fois il y a des retards dans les paiements. Hein. Ça, on essaie de gérer ça le mieux possible. Hein. Il y a des améliorations, etc. Mais en même temps, c'est un vrai respect de la liberté des structures. Donc moi, je n'ai pas de fichier des adhérents. Je n'ai pas de fichier des adhérents. Je sais quelles sont les implantations force ouvrière. Notre fichier est bien à jour. Je sais les implantations FO, je sais que dans telle entreprise, tel secteur, il y a un syndicat FO qui a commandé tant de cartes et tant de timbres. Je vais connaître le nom du secrétaire du syndicat et du délégué, mais après, je ne sais pas. Une union départementale n'a pas la liste des adhérents. Il n'y a que le syndicat qui a la liste de ses adhérents. On a une véritable décentralisation en la matière, qui est une responsabilité aussi. Des fois, quand je dis je, le secrétaire général de la Confédération n'a aucun pouvoir d'exclusion d'un adhérent. Aucun. C'est le syndicat peut exclure. Syndicat de base. Alors, on a vu ça, par exemple, y compris par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, hein, sur le Front National. Un jour, on avait une candidate sur une liste. On découvrait ça. Donc, on a interrogé, l'union départementale a interrogé le syndicat. Le syndicat tombé du placard, il n'était pas au courant, mais le syndicat dit attendez, c'est une déléguée, on n'a jamais su qu'elle était là. En tant que déléguée, elle a toujours bien fait son boulot, elle ne mélange pas les choses, donc nous, on peut la garder. Ils l'ont gardée. Si la déléguée en question avait mordu le trait, avait dit je suis faux, etc., elle se serait mis elle-même en difficulté. Mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Si le syndicat dit non, on veut la garder, parce que dans le vote, elle fait le boulot, elle se comporte normalement, on ne peut rien faire. Mais c'est en même temps un respect de la liberté et de la dépendance. Voilà.
hein, y compris sur... Alors après, comment on se développe? Écoutez, à la fois, tout n'est jamais 100% blanc, 100% noir dans la vie, c'est toujours plus compliqué que ça. Autant nous sommes très critiques, et nous le sommes toujours sur des conceptions sur la représentativité syndicale, autant aussi on peut en bénéficier. Et ça, c'est la réalité des choses. Et globalement, je ne dis pas partout, mais nous avons plutôt des résultats électoraux très corrects, d'une manière ou d'une autre. On l'a vu. Alors, nationalement, c'était dans les élections fonction publique de l'année dernière, les 3 fonctions publiques. On a amélioré nos scores dans les 3 fonctions publiques. On est demeuré premier dans la fonction publique d'État. Mais après, quand je regarde dans le secteur privé, quel est notre plus gros syndicat dans le privé? Voilà. Notre plus gros syndicat dans le privé, il est à Toulouse. C'est FO Airbus Toulouse. Voilà. Où nous avons 6000 syndicats. Donc, on a encore grimpé de 11 points aux élections. Voilà. Bon, c'est notre plus... Alors, je ne parle pas de syndicats nationaux, hein, c'est autre chose, de syndicats d'entreprise, de site. Voilà. Bon. Voilà, donc qui a encore progressé, qui progresse encore. Nous avons d'autres secteurs où nous sommes première organisation, partout bien entendu, sinon on serait la première organisation partout. Quelle est la différence entre... Vous avez 3 grandes organisations, dans les 3 premières. Différence entre FO, la CGT et la CGT en termes d'implantation, ce sont les implantations. Là, si vous prenez les chiffres du ministère du Travail, hein, les élections représentativité, là où, grosso modo, quand il y a 100 élections dans le privé, CGT et CFDT présentent donc 45, à peu près, sur 100. FO, 31, 32. Voilà. Donc, il y a un décalage. La différence, elle est là, essentiellement. C'est en termes... Alors, donc, on travaille sur les implantations. On a entrepris depuis un bout de temps, et ça s'accélère. On travaille sur le développement, sur la formation syndicale. Moi, je suis satisfait de voir, parce que moi, je tourne énormément, hein, à peu près 2 jours par semaine, ou en congrès, en département, ou dans des visites d'entreprise ou de service, des femmes, des jeunes qui arrivent, etc., qui en veulent, etc. Donc, on a encore des problèmes, hein, sur, y compris, je l'ai dit au Congrès confédéral, sur, non pas nombre de femmes en termes d'adhésion, mais en termes de prise de responsabilité dans les structures de l'organisation. On n'est pas pour les quotas. Maintenant, sans être pour les quotas, on peut aussi faciliter les choses. Alors, c'est pas vrai au bureau confédéral, c'est pas vrai, mais c'est vrai dans les secrétaires d'union départementale, ça monte tout doucement, mais ça monte, mais c'est aussi, il y a des objectifs. Donc, en termes de développement, ça va. Alors, on perd des syndicats aussi, quand vous avez l'entreprise qui ferme, en général, vous perdez des syndicats, hein, ça c'est évident. En même temps, on a de nouvelles implantations. Dans les grosses boîtes, on y est plus ou moins. Là où on s'implante plus, et c'est plus compliqué pour tout le monde, c'est dans les PME. Parce qu'une grosse entreprise, ou une entreprise multisite, qui est implantée dans plusieurs départements, bien souvent, si cette entreprise a un problème, elle va gérer ce problème avec, y compris sa fédération nationale. Quand c'est une PME, c'est moins la fédération, c'est l'union départementale qui gère ça. Il y a FO, il y a 30 ans, c'était vrai, plus de gens du public que du privé. Et pour un secrétaire d'union départementale, ça pouvait être plus confortable, à la limite, dans le public, tout se règle au niveau national. Donc, aujourd'hui, c'est plus le cas. On a à peu près 58% de nos adhérents qui sont dans le privé. Et là où on se développe, c'est dans les implantations PME, mais c'est un travail très lourd, y compris pour nos responsables départementaux. Et nous, on tient à une logique d'implantation territoriale le plus près possible des salariés. Hein, on est structuré encore en union départementale. Bon, si demain il n'y a plus de département, on verra, on trouvera autre chose, mais on est structuré en union départementale. Nous, nos structures régionales sont des structures de coordination. Hein, mais les structures politiques de l'organisation, c'est le département. Donc on a un gros travail et entrepris en termes de formation, en termes de développement depuis quelques années, mais on est en train de booster ça actuellement, pas simplement la Confédération d'ailleurs, hein, aussi les fédérations et les unions départementales. Ah, pardon, j'ai oublié le dernier. Alors, COP21 sur l'international. Nous sommes impliqués avec la Confédération syndicale internationale, à la fois dans tous les débats sur l'environnement, y compris sur la préparation, nous et les autres syndicats français, hein, qui sont membres de la Confédération syndicale internationale, nous sommes donc impliqués dans la préparation de la COP21. Nous serons présents au Bourget quand il y aura la COP 21. À la fois, ce qu'on explique, je me rappelle d'ailleurs que l'avant-dernière COP, la CIC avait claqué la porte.
en disant on se moque du monde. La confédération Sharon Burrow, qui est la secrétaire générale de la CSI, avait claqué la porte en disant on se moque du monde. On nous fait beaucoup de baratin, en gros. Mais dans les faits, rien ne se passe. Et y compris les entreprises qui nous font des grandes pages de pub sur la RSE continuent à exploiter sur l'environnement et exploiter les travailleurs dans nombreux pays. Donc arrêtons les simagrées, on n'arrivait pas à faire inscrire, y compris la notion même de travail décent. Dans les 2 dernières COP, c'était le cas. Pour le moment, dans les textes, ça figure. Donc, il y a un progrès. Hein, on parle du travail décent dans les textes, etc. Donc, qu'il y ait effectivement la dimension sociale et la dimension emploi aussi, on verra à la fin, et on va peser syndicalement pour que ce soit le cas, ça rentre dans l'ordre des choses. Nous sommes pas pour la décroissance, ça c'est clair, nous sommes pour la croissance. Maintenant, il faut effectivement tenir compte des questions environnementales, pas simplement pour des raisons qui sont des raisons écologiques, c'est aussi pour des raisons, même si ça existe, qui sont environnement, bien entendu, mais y compris pour des raisons sociales. Des raisons de conditions de travail. Vous avez aujourd'hui des zones où la montée des températures fait qu'on ne peut plus y vivre. Vous avez la montée des eaux dans certains endroits. Vous avez des migrations de population dues au phénomène climatique, etc. Donc, il y a une certaine urgence en la matière. Maintenant, il faut que des décisions soient prises effectivement au niveau international, même si ce n'est pas facile, hein, parce que sinon on rentre dans des logiques de dumping ici ou là. Il y a des priorités sur certaines zones géographiques, hein, c'est évident. Mais il faut que les décisions soient prises au niveau international. Il faut qu'il y ait de l'investissement public au sens large, qui fasse effet de levier d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas laisser ça au secteur privé. Je ne parle pas de la France uniquement, là j'ai des engagements au niveau international sur ces questions-là, avec les questions d'emploi. Alors c'est à la fois les emplois existants qui peuvent être donc ce problème de qualification, mais c'est aussi de nouveaux emplois qui se créent. Mais là, nous, on va insister beaucoup, au-delà de la question environnementale qui est importante, sur la dimension qualitative, quantitative de l'emploi, de la formation dans ces questions-là. Bon. Et ça, on va le faire dans le cadre de la Confédération syndicale internationale. Moi-même, je serai présent avec la CSI à Paris à la fin de l'année. Sur les chaînes d'approvisionnement internationales, c'est effectivement un des points aussi que nous discutons à la fois dans le cadre de la CSI, aussi la CES et aussi au niveau national. Hein. Bon, ce sont des vieux débats, c'est évident. C'est aussi la question des prix de transfert. Il n'a jamais été réglé complètement dans le cadre des multinationales. Hein, mais là aussi, c'est quand nous sommes, nous, dubitatifs sur la RSE, c'est pas sur l'objet, c'est que souvent c'est un faux-nez. Hein, c'est pas parce qu'on dit RSE que tout va bien, loin s'en faut. On préfère, nous, dans ce cadre-là, des politiques de négociation. Négociation de l'entreprise multinationale, quelle qu'elle soit, ça existe, hein, avec, par exemple, la Fédération internationale compétente. Hein, il y a un accord qui existe avec possibilité de vérifier son application. Hein, donc nous croyons plus à ce genre de choses qu'à des chartes ou je ne sais quoi qui n'engagent bien souvent que ceux qui y croient. Hein. On croit plus à une dynamique qui est une dynamique de négociation, y compris au niveau international, mais ça rejoint aussi une de nos demandes, y compris au niveau français, hein, qui a bien du mal à déboucher, c'est que nous on demande sur les aspects sociaux, c'est pas d'aujourd'hui, une négociation relation donneur-d'ordre sous-traitant. Il y a des avancées qui ont été faites hein, sur la responsabilité de donneur-d'ordre, y compris sur les questions relatives au détachement, par exemple. Mais nous considérons que c'est une vieille demande qu'on doit aussi... Une entreprise qui fait donneur d'ordre, qui fait de la GPEC, ça devrait être indispensable que les sous-traitants de rang 1 ou 2 soient informés. Ou, quand malheureusement il y a un PSE, ça arrive malheureusement de temps en temps, quel est le périmètre du PSE? Est-ce qu'il est exclusivement l'entreprise concernée ou est-ce que s'il impacte un sous-traitant de rang 1, il ne doit pas être mis dans le flou, etc. d'une manière ou d'une autre? Alors le MEDEF s'est régulièrement opposé, parce que souvent ce sont des entreprises adhérentes au MEDEF qui sont donneurs d'ordre, mais bon, la CGPME est d'accord pour négocier. Pourquoi on ne négocierait pas avec la CGPME? Bon, surtout que maintenant, vous avez vu, les patrons des groupes de représentativité. Quand je disais que le syndicalisme rassemblé, ça ne marche pas au niveau syndical salarié, mais je n'ai pas le sentiment que ça marche beaucoup au niveau syndical des employés. Anne-Sophie, puis Madame, puis Catherine. Anne-Sophie Codon, Malachois Frédéric. Moi j'ai une question sur. On n'a pas encore parlé de santé des salariés, un petit peu à travers le burn-out. Il y a plein d'un certain nombre de dossiers brûlants dans l'actualité, notamment celui de la réforme de la médecine du travail.
Voilà, j'aimerais avoir votre position et votre vision sur l'évolution de la prise en charge des questions de santé des salariés. Bonjour, Cécile Maillard de l'usine Nouvelle. Une question sur, vous avez rappelé tout à l'heure votre attachement à la hiérarchie des normes. On va en reparler cet automne avec la mission Condrexel. Est-ce que, qui va donc sans doute parler de rééquilibrage entre loi, accord de branche, accord d'entreprise, est-ce que vous êtes totalement opposé à des ajustements ou est-ce que certaines modifications de ces équilibres pourraient vous convenir? Oui, non, j'enchaîne parce que le métro est à côté. Donc, non, je voulais savoir quelle est la position de Jean-Claude Maillet, enfin je parle à deviner un petit peu, mais sur la question à quoi servent encore aujourd'hui les journées d'action qui mobilisent de moins en moins et qui ne font pas bouger d'un iota la politique du gouvernement. Et question corollaire, est-ce que près de 70 ans après la scission, la CGT est devenue le nouveau meilleur ami de FO? Merci Catherine Gauthier, je représente une mutuelle de fonctionnaires impérial. Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure le gel du point d'indice pour les fonctionnaires, donc une situation parfois un peu difficile en termes de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le financement de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires est extrêmement hétérogène, quelles que soient les fonctions publiques. Un système de référencement pour l'État totalement inéquitable, inégalitaire, inqualifiable. Quelque chose qui a été tenté côté fonction publique territoriale, qui semble un peu plus correct, mais qui reste quand même à la main de chaque employeur territorial, donc avec des disparités énormes d'un territoire à un autre, d'une collectivité à une autre. Rien au niveau de la fonction publique hospitalière. Quelle est votre position sur une discussion avec les services de Mme Lebranchu sur un ANI pour les fonctionnaires? D'accord. Moi, j'en rajoute une petite dernière, qui parlait sur l'intérêt pour l'économie et des investissements de FO dans le secteur. Dans l'agenda social national, la reprise de la commission de dialogue économique fait partie, c'est le deuxième item, je crois. On n'en entend pas beaucoup parler. Vu de chez toi, ça marche, ça sert à quelque chose, et sinon, que faire pour que ces sujets soient pris en compte dans le dialogue intercom? Une question par rapport au CPRI et la mise en place peut-être de ces CPRI. Quel mandat ils auront, quelle capacité à négocier ils auront à mettre en place des accords régionaux? Oui, mais on entend parler beaucoup de commission paritaire régionale interpro dans le cadre de la loi. Oui, voilà. Bon. Alors, nous sommes assez critiques sur ce qui est envisagé sur la réforme de la médecine du travail. À la fois, il n'y a pas assez de médecins du travail. On le sait. Comme il n'y a pas assez de médecins scolaires, comme il n'y a pas assez de médecins dans la pénitentiaire. Ce sont des secteurs où il y a une insuffisance. En même temps, je prends deux exemples, c'est l'espacement des visites. Le fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une visite de médecine du travail avec quelqu'un qui n'est pas médecin, qui est infirmier. Alors même si ça peut être qu'une fois, la deuxième fois au bout de 4 ans, au bout de 2 ans, vous pouvez voir un infirmier, et après, 2 ans après, vous êtes obligé de voir un médecin. Ok, mais c'est pas l'infirmier qui est en cause. Mais il n'y a pas le même statut non plus que le médecin, y compris en termes d'indépendance, etc. Donc c'est pas aussi évident que ça. Donc l'espacement à nouveau, qui est plus obligatoirement les visites d'embauche et d'aptitude à l'embauche, etc. Considérons que d'une manière ou d'une autre, c'est encore une fois une logique de restriction budgétaire qui conduit à imposer une nouvelle réforme en matière de médecine du travail. Donc nous avons une vision critique, nous avons encore envoyé d'ailleurs comme les autres organisations ces derniers jours un texte et des propositions au gouvernement sur ces questions. Sur ce qui adviendra de la commission Condrexel, moi j'en sais rien. Bon, j'étais quand même un peu surpris, d'accord. On est en train de
le Parlement est en train d'examiner une loi sur le dialogue social, la loi titre Rebsamen, puis boum, d'un seul coup, le Premier ministre, il écrit, c'est pas M. Combrexel que je vise, qu'on se comprenne bien, il a du talent, c'est pas la question, mais le Premier ministre fait une lettre de mission au moment où on discute du dialogue social, sans prévenir personne, et il dit, je missionne M. Combrexel pour réfléchir en gros sur le dialogue social. Pourquoi on fait une loi? Il y a un truc que je ne comprends pas. Mais c'est une forme d'interventionnisme de plus en plus fort des pouvoirs publics. Vous savez, moi j'ai toujours considéré que plus un gouvernement est dans une logique libérale économique, plus il est interventionniste socialement, voire autoritaire socialement. Quand on nous dit dialogue social, c'est quand même pas terrible chez nous. Le dialogue social d'une manière générale. Alors, bref. Après, il y a la lettre de mission en tant que telle qui m'inquiète. Est-ce que, par exemple, on va poser, il pose dans la lettre de mission, je ne sais pas ce que la mission en tirera, mais la relation entre le contrat de travail et l'accord collectif, par exemple. Nous considérons que le contrat de travail et l'accord collectif, c'est deux choses complémentaires. Que le contrat de travail en tant que tel, c'est le salarié qui le signe avec son employeur. Et que l'accord collectif n'a pas à s'imposer au contrat de travail. Parce que sinon, c'est quoi? Par exemple, c'est un point de projet Macron que nous contestons, par exemple, c'est dans le cadre des... quand il y a eu l'ANI 2013, celui-là, on ne l'avait pas signé, dans les accords dits de maintien de l'emploi. L'ANI prévoyait à l'époque que le salarié qui refusait de voir son contrat de travail modifié, puisque un accord peut prévoir des modifications de contrat de travail. Le salarié qui refusait que dans le cadre d'un accord de maintien de l'emploi, son contrat de travail soit modifié, avait le droit de refuser. Et l'ANI prévoyait que dans ce cas-là, le salarié serait licencié sui generis ou pour motif personnel. Nous avions obtenu, nous, du Parlement et de l'Assemblée nationale à l'époque, quand l'ANI est devenue loi, que non, le salarié serait licenciement économique individuel. Ce qui ouvrait droit, bien entendu, au reclassement, à l'accompagnement, etc. Là, dans le projet de loi Macron, on met ça en cause. Il sera à nouveau licencié pour motif individuel. Il ne sera plus licencié pour motif économique. Vous savez pourquoi? Un cas qu'on nous sort tout le temps. Le MEDEF nous sort toujours même l'entreprise dans l'Est de la France qui a un accord qui est signé, et puis il y en a qui ont refusé parce qu'ils ont trouvé du travail en Allemagne. Ah oui, d'accord, ok. Au nom d'un cas, on va remettre en cause, et d'une certaine manière, on va remettre en cause ce qui existait, et d'une certaine manière, c'est l'accord collectif qui s'impose aux salariés au contrat de travail. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Donc, là, et ce thème, rapport contrat-travail, accord collectif, il est dans la... C'est un des points de la mission confiée par M. Valls à M. Combrexel et à ceux qui composent la mission. Après, il y a tout le problème de la hiérarchie des normes. C'est vrai qu'elle a été écornée, cette hiérarchie des normes, avec les 35 heures déjà, en partie, la manière dont les 35 heures sont mises en place, par la loi 2004, du temps de M. Fillon, qui avait là aussi introduit des possibilités de déroger d'un niveau sur un autre. Mais on est encore aujourd'hui, la dérogation, si c'est en mieux pour les salariés, ça ne me gêne pas. In pejus, comme disent les juristes, et non pas in melius, comme que souvent ces derniers temps, les dérogations, c'est souvent en retrait, c'est souvent en moins pour les salariés. Donc, est-ce que l'objet, c'est de passer d'un système dérogatoire à un système supplétif? C'est-à-dire l'accord d'entreprise est prioritaire. S'il n'y a pas d'accord d'entreprise, il y a éventuellement un accord de branche, voire c'est la loi, mais en supplétif et non plus en dérogatoire. L'Institut syndical européen, donc qui est l'institut de recherche rattaché à la Confédération européenne des syndicats, vient de sortir une étude très intéressante sur comment la crise a... Je me rappelle au départ toutes les modifications en termes de gouvernance économique de l'Europe, Six-Pack, Two-Pack, le TSCG, etc. Donc les nouvelles gouvernances économiques. Ce que la nouvelle gouvernance économique impose maintenant, les gouvernements l'ont accepté. Quand vous avez une intervention, une aide, quelle qu'elle soit, des contreparties sont exigées, notamment en termes de réformes structurelles. Et ils ont fait une analyse par thème, en termes de licenciement, en termes de recours juridiques, en termes de contrat de travail, de tout ce qui a été imposé dans les différents pays européens. Bon, ceux qu'on trinquait le plus, par définition, enfin pas par définition, mais par constat, c'est les Grecs, bien entendu, et tous les ex-pays de l'Est. C'est là où
des réformes dites structurelles, plus de flexibilité, remise en cause des droits, etc. Mais on n'y échappe pas. Nous aussi, la France, on est cité sur quelques cas. Il y a une logique de fond qui est une logique libérale au sens économique du terme. Libéralisme philosophique, c'est très bien. Hein. Philosophie des Lumières, c'est très bien. Mais libéral ou néolibéral, appelez ça comme vous voulez, au niveau économique européen, qui conduit, là aussi, partout, on essaie de favoriser la négociation d'entreprise par opposition, ou si ce n'est par opposition, à la place de la négociation de branche. Il faut savoir que l'une des premières exigences de la Troïka, quand ils sont intervenus en Grèce, c'était de remettre en cause les conventions collectives de branche. Et ça a été une exigence de la Troïka. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Espagne et au Portugal, du fait des exigences imposées dans le cadre des programmes européens, il y a, là, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est en Espagne, je crois qu'il y a la moitié. Je veux dire des bêtises, je ne vais pas vous dire les chiffres, mais si vous recevez x2, il doit être là, le chiffre de dire. C'est le dernier, celui-là, ça doit être là. J'ai fait mon étude là-dessus, si ma mémoire est bonne, voilà. Au Portugal, donc c'est l'étude de l'Institut syndical européen. Le nombre, parce qu'il y a une remise en cause des conventions aussi, des accords. Au Portugal, le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives est passé entre 2008 et 2012 de 1 900 000 à 328 000. Vous aviez 1 900 000 travailleurs couverts au début de la crise, vous en avez 328 000. En Espagne, le nombre d'accords collectifs a été divisé par 2. Et on nous dit qu'on parle de dialogue social, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc il y a une logique libérale qui conduit, qu'on le veuille ou non, à une remise en cause des droits des salariés. Pas simplement sur le salaire, pas simplement sur l'emploi, sur le terme de couverture au sens large. Et ça, c'est une logique condamnable. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des réactions anti-européennes. Il ne faut pas s'étonner dans ce genre de choses. Et c'est bien une logique imposée. Vous faites ça et on exige des réformes structurelles, et si vous ne les faites pas, je vous rappelle que maintenant les mécanismes prévoient des sanctions possibles, y compris financières. On ne va pas revenir sur le comportement du FMI. Ils sont malins au FMI, toutes les positions officielles sont dures, mais ils font toujours sortir des études d'économistes, mais ça n'engage pas le FMI, qui elles sont bien. Hein, donc y compris quand il nous dit, depuis que la crise est là, et que le syndicalisme s'est affaibli, ça pose des problèmes. Oui, mais c'est pas un truc officiel du FMI, c'est une étude à côté faite par des gens du FMI. Donc, voilà. Bon, donc, sur ces questions-là, c'est tout ça, mais ça fait partie du débat global sur la mission Combrexel. Qu'est-ce que veut le gouvernement? Il veut favoriser l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche. Il veut favoriser les systèmes de dérogation, voire la supplétivité. Il rentre dans ce moule néolibéral. Voilà, c'est ça la question de fond. Ou est-ce qu'effectivement, je ne dis pas que les choses doivent être figées, ne doivent pas bouger, mais est-ce qu'on respecte ce qui fait qu'on est dans une république, et en tous les cas, ce caractère de république sociale? Est-ce que, parce que moi, c'est bien gentil, tout le monde est pour la République, hein, ça, alors là, on les voit, il doit y en avoir quelques-uns qui sont anti-républicains, les royalistes, ça existe, hein, donc, et même des anarchistes royalistes, donc j'ai toujours eu du mal à comprendre, mais ça existe. Bon. Mais ceci étant, tout le monde peut être se dit républicain, sauf que dans la pratique, il y en a qui ont oublié ce que c'était que la République. Hein. Il y en a qui ont oublié ce que c'était que la République. Quand vous avez dans certains départements aujourd'hui des fermetures de services publics à foison, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un sentiment d'abandon républicain. Il ne faut pas s'étonner. Tout le monde n'a pas... vous fermez un bureau de poste à Paris, bon, je ne dis pas que c'est bien, mais vous prenez une station de métro, puis vous en trouvez un autre. Vous fermez un bureau de poste dans une zone rurale, tout le monde n'a pas une bagnole pour faire les 20 km, et tout le monde n'a pas Internet. Hein. Et en général, je dis bureau de poste, ça peut être autre chose. Il ne faut pas s'étonner à partir de là qu'il y a un sentiment d'abandon républicain, y compris avec les conséquences démocratiques. Moi, je vous rappelle que je dis, et on le dit à FO depuis maintenant 3 ans, attention, les logiques d'austérité, c'est 3 fois suicidaire. C'est suicidaire socialement. Ça remet en cause des droits ici ou là, plus ou moins selon les pays, on est d'accord. Économiquement, c'est quand même pas efficace, c'est moins qu'on puisse dire. Et ça finira par l'être démocratiquement. Mais ça, écoutez, je parlais du reportage hier, mais il faut arrêter de faire semblant, quoi. Je veux dire, il y a de vrais dangers. Maintenant, quand je dis ça, c'est pas que je suis plus malin qu'un autre entre nous. On est nombreux à considérer ça ou à le penser. Je pense qu'à l'Élysée, à Matignon, ils sont aussi conscients de ça. Alors la seule question qui vaille, c'est pourquoi ils ne changent pas d'orientation économique. C'est la seule question qui est importante. Pourquoi, étant conscient de ça, on ne change pas d'orientation économique, tant au niveau national qu'au niveau européen? Tout le reste, c'est du baratin. Et je ne veux pas rentrer donc, dans des logiques qui seraient des logiques purement
politiciennes qui parfois me font peur. Voilà. Donc, on verra. Nous, on a réuni, puisqu'on n'est pas forcément d'accord avec non pas avec M. Combrexel, qui est juriste brillant et qui a bon connaissance du dossier, mais avec la composition de la mission en tant que telle. Pas sur les individus, moi j'ai jamais rien à... Mais bon, je trouve quand même que c'est un peu monocolore, quoi, sur, non pas politiquement, mais sur la conception des choses. Donc, non pas, on ne fera pas un contre-rapport, c'est pas l'objet, je sais pas ce qu'il va y avoir dans la mission Combrexel, dans le rapport. Mais bon, nous on a réuni aussi des économistes, des juristes, etc. Et on publiera à la rentrée un document Force ouvrière sur ces questions-là, y compris avec des juristes qui sont a priori favorables à la hiérarchie des normes sur le plan de la négociation collective. À quoi servent les journées d'action? Quelle est la situation? Quand aujourd'hui vous avez un problème dans une entreprise ou dans un secteur d'activité, regardez récemment aux hôpitaux de Paris par exemple, il y a des mobilisations. Il y a souvent d'ailleurs, comme à la PAP, tous les syndicats étaient dans le coup. Il y a eu le mouvement, là tous les syndicats n'étaient pas dans le coup, mais il y a eu etc. Ce qui est plus délicat et plus difficile, ce sont les mobilisations qu'on appelle, nous, interprofessionnelles. Public, privé. C'est pas qu'en France, hein. C'est partout, ça. Les salariés se mobilisent plus, sauf problème spécifique, dans une entreprise ou un secteur, mais de manière générale interprofessionnelle, se mobilisent plus, c'est évident, en période de croissance qu'en période de crise. Si vous mobilisez, vous obtenez quelque chose à la sortie. Dans les périodes de crise, moi je le dis, mais j'assume ça. Dans les périodes de crise, bien souvent, une bonne partie de notre activité syndicale, c'est de la résistance. Et si nous on ne résiste pas, qui va résister? Donc cet aspect résistance, c'est un élément important. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas négocier, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver d'accord, mais globalement, il y a un travail qui a résistance. C'est ce que je dis là, c'est pas simplement en France, c'est dans tous les pays aujourd'hui. Plus ou moins, les mobilisations de caractère interprofessionnel, c'est plus délicat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. On a débattu à notre congrès, on a pris une initiative avec 3 autres organisations au mois d'avril. Moi, je considère que dans le contexte actuel, c'était une réussite, cette journée du 9 avril, le jour où papa se passait avec sa fille, ou sa fille se passait avec papa. Dans un parti politique, je ne sais pas si vous vous souvenez pas. Et peu importe. Donc, ça a été l'actualité du jour, ce jour-là. Bon, mais pour moi, je considère que cette journée, alors, avec des arrêts de travail variables, avec, tout ça. Tout ça parce que nous sommes une confédération. Et donc, nous avons des responsabilités en tant que confédération. À la fois sur les questions sociales, à la fois sur les questions politiques au sens noble, quand je dis politique, économique, etc., et y compris démocratique. Et il est de notre rôle, y compris quand c'est pas facile, de permettre aux salariés de se mobiliser s'ils le veulent. Alors maintenant, oui, il y a des salariés qui se disent, bon sang, en 2010, on s'est battu, tous les syndicats contre les retraites, on n'a pas gagné. Alors il faut faire quoi? Et c'est vrai que perdre une journée de salaire, c'est pas évident quand votre pouvoir d'achat baisse, ou vous avez peur de perdre votre emploi. C'est pas aussi évident que ça. C'est pas pour ça, il ne faut pas faire une journée d'action tous les jours. Ça prendrait une grève générale, ça. Mais on n'y est pas, c'est pas ça. Mais donc, il faut le faire. Et après, moi, vous savez, la météo sociale, c'est très compliqué. Moi, celui qui sait ce qui va se passer à la rentrée, etc., il est bien malin. Je ne dis pas qu'il y aura, franchement, je ne sais pas. Nous, pour le moment, on n'a pas décidé. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'on soit d'accord avec ce que certaines... Moi, les 32 heures, ce n'est pas une priorité pour FO, je le dis clairement aujourd'hui. C'est pas dans notre résolution de congrès, par exemple. Bon, maintenant, on verra à la rentrée. Moi, je n'anticipe pas 3 mois avant, etc. Donc, on verra calmement les choses. Mais, donc, c'est aussi une responsabilité à la fois sociale et une responsabilité démocratique. À un moment de l'organisation syndicale. Alors, c'est pas facile dans des contextes comme ça. Maintenant, vous savez, combien de fois dans l'histoire, on a dit, putain, d'un seul coup, ça part, et puis alors là, oui, tiens, comment vous faites les syndicats français pour mobiliser autant? Ça revient régulièrement, ce genre de choses. Donc on verra dans les navires. En tous les cas, cet aspect de résistance, moi, il m'apparaît important, parce que si nous, on ne résiste pas, je ne sais pas qui résisterait sur ce genre de choses. Maintenant, on ne fait pas une journée d'action, quelle qu'elle soit, comme ça, en claquant des doigts, etc. C'est évident. Mais je considère que le 9 avril, dans ce contexte-là, il était réussi. Non, il n'y a pas de nouvelle amie. Non, nous, on peut très bien être d'accord avec... c'est nous qui prenons notre position, en interne.
définit nos positions, c'est normal, ça. On définit nos positions sur tel ou tel dossier, négociation, action, etc. Après, ben, on regarde si on peut partager avec d'autres, ou dans l'action, ou dans la négociation. Et ça peut être fluctuant. Il y a des moments, ben, on peut se retrouver dans une mobilisation avec la CGT, mais pas obligatoirement. Sur une négociation, on peut travailler plus avec la CFDT sur un thème, etc., ou avec d'autres, la CGC, ou voilà. Il n'y a pas de règle, en fait. Mais FO est libre et indépendant, y compris vis-à-vis des autres organisations syndicales. Voilà, je vais dire ça comme ça. Après, chacun a ses positions, on est d'accord, mais il n'y a pas de nouvel ami. Ça n'existe pas, la vie n'est pas comme ça, si bien. Hein. Ceux qui rêvent, un jour il y aura une recomposition, je ne sais quoi, CGT et FO se réconcilieront. Bon, ben, ils peuvent brûler des cierges, mais s'ils brûlent des cierges, ils sont à la CFTC. Alors, sur le dialogue économique, sur le financement, je suis moins pas très compétent sur ces questions-là, je l'avoue tout de suite, de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Un ami pour les fonctionnaires, non, c'est pas possible ça. Non mais pour moi, hein, je ne dis pas que c'est pas... les amis, avec l'État, on ne négocie pas de la même manière qu'avec le patronat privé. Après, je vais avouer mon incompétence sur le dossier parce que je ne connais pas assez la complémentaire, protection sociale complémentaire dans la fonction. Il y a des mutuelles de fonctionnaires, je sais qu'il y a des mutuelles dans la territoriale, je sais qu'il y a des mutuelles dans la fonction publique, je sais qu'il y a des mutuelles également dans l'hospitalisation, je sais que les mutuelles fonction publique gèrent pour le compte de la sécurité sociale. Tout ça bon, c'était vrai dans le temps chez les étudiants aussi. Les choses évoluent. Maintenant, j'avoue que je ne veux pas aller plus loin parce que je vais dire des conneries et je ne préfère pas éviter d'en dire d'une manière ou d'une autre. Sur le dialogue économique, c'était par rapport avec le patronat. Oui. Nous sommes dans le dialogue économique, mais ce que nous avons toujours dit. Je me souviens à l'époque, ça avait été avec le prédécesseur de M. Catas, donc c'était avec Laurence Parisot. J'avais dit à l'époque Laurence Parisot. On peut discuter de tout. Et y compris, c'est intéressant, effectivement, sur les questions économiques, qu'on confronte nos points de vue. Syndicats, patronat. Mais on ne va pas définir un programme de politique économique ensemble. Donc, on discute, mais vous n'aurez pas de signature de FO sur des textes économiques, etc. Voilà. C'est ce qu'on a. C'est pas un objet de négociation, c'est ça que je veux dire. Maintenant, on débat. Donc, quand il y a un ou deux documents qui sont sortis, vous n'aurez pas la signature de FO. À la fin, on ne sera pas d'accord sur tout. Si l'objet c'est de trouver un document à la fin, c'est plus le même dialogue. Hein, je considère par contre qu'un dialogue économique sans tabou avec le patronat, c'est une bonne chose. Mais si l'objet c'est de sortir un bouquin à la fin, donc ça on n'est pas d'accord. Donc on est dans le dialogue économique, mais pas dans c'est pas un objet de négociation pour nous. Oui, moi, c'est très bien de confronter ces points de vue. Moi, je continue, y compris des fois avec Laurence Parisot, à confronter nos points de vue. Voilà. On fait encore des débats ensemble de temps en temps. On confronte nos points de vue. Voilà. Bon, peut-être qu'un jour, je débattrai avec Pierre Gattaz aussi, c'est possible. La loi Rebsamen. Alors, la loi Rebsamen, sur l'aspect des commissions paritaires régionales. Pour les ITPE, c'est ça. Ça sert à rien. Voilà, on peut dire les choses clairement. Nous, on ne voyait pas les choses comme ça. Nous, on avait imaginé autre chose. On avait proposé autre chose. On avait dit d'abord, on ne fait pas interpro. On fait par branche. Qu'au moins, on soit sur les mêmes secteurs d'activité et les mêmes conventions collectives. Région, 13 régions. Vous imaginez demain la région Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées. Il y a des TPE dans le coin. Il n'y a pas qu'Airbus, il y a des TPE. Et on va mettre une commission régionale pour essayer de régler les problèmes dans les TPE. Mais ça se moque du monde. Ça ne va servir à rien. Nous, on avait dit on fait par branche et plus territorialisé. Par exemple, au niveau du département. Voilà. Donc, on met en place des commissions paritaires, ok, patronat, syndicats, des secteurs concernés, puisqu'on est par branche, avec quelle mission? Si c'est de dire il faut pouvoir que le délégué puisse entrer dans l'entreprise ou l'employeur entrer, vous imaginez, moi je veux bien, c'est pas un problème, de dire à un moment donné,
Imaginez l'employeur de TPE qui va accepter qu'un de ses concurrents vienne chez lui. On peut toujours le demander, hein. Voir qu'un travailleur, un salarié extérieur vienne dans l'entreprise. Peut-être que ça se fera. C'était pas ça l'urgence. L'urgence, c'était au niveau départemental et par branche de dire, voilà, on vous explique, on regarde les problèmes de droit, les problèmes de branche, etc., ce qui peut se poser comme problème, et on en faisait une structure de pré-conciliation. À savoir, un salarié de TPE, 80% des saisines prud'homales viennent des salariés de TPE-PME. Et quand ils sont en saisine prud'homale, bah oui, tout le monde se connaît dans la TPE. Donc c'est quand au moment de la rupture, ceux qui ne peuvent plus se parler. Donc on arrive à la rupture. Et donc là, ils se retournent vers un syndicat, quel qu'il soit, et le syndicat les accompagne, quelle que soit l'organisation. Donc est-ce qu'on peut trouver un système souple, qui n'est pas contraignant, qui est de dire le salarié en question, voire l'employeur de la TPE qui a un problème salarié, il saisit cette commission de préconciliation et on essaie de trouver une solution. On la trouve, tant mieux, le problème est réglé. Bon, on ne la trouve pas, bah, c'est la procédure. La procédure suit son cours. Mais pour faire ça, il faut au moins être assez proche du terrain d'une part, être sur les mêmes branches et les mêmes conventions collectives. Sinon, on va pas s'en sortir. Alors, je ne comprenais pas, moi, mais... Alors, parce qu'ils ont eu peur, y compris au gouvernement, que si on faisait trop de commissions départementales par branche, les syndicats allaient transformer ça et demander des heures de délégation pour les délégués, des protections, etc. Voilà, là, pour ça que ça s'est fait au niveau régional. On n'y avait même pas pensé, dis donc. Que le salarié soit payé quand il assiste à une réunion, oui, bien sûr, soit couvert, mais on n'avait pas demandé une protection particulière. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça au niveau régional. Bon, voilà. Donc c'est le genre de truc qui fait beaucoup de débats pour pas grand-chose. Hein. Franchement, je ne vois pas tellement l'utilité d'une commission de ce type. Ça va encore être un moyen de mesurer la représentativité. Bon, ça c'est autre chose. Hein, ça, c'est autrement, on peut le faire autrement. Il y avait déjà les élections TPE, c'est pas la peine de s'emmerder avec des structures qui, franchement, ça va être un peu techno et hors sol.